Nous sommes le jeudi 11 juin de l'an de grâce 2020. Mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition d'Écho du Monde, l'actualité du monde. Plus de 30 ans après l'assassinat du Premier ministre suédois Olof Palme, la justice suédoise a annoncé mettre un terme à l'enquête. Le principal suspect Stig Engström, un opposant au chef du gouvernement, étant mort en 2000. C'est une énigme datant de plus de 30 ans. Qui a abattu le Premier ministre suédois Olof Palme le 28 février 1986 dans une rue de Stockholm? C'est la grande interrogation. Après 3 décennies d'enquête, la justice suédoise a annoncé le mercredi 10 juin que le principal suspect est Stig Engström, également connu comme l'homme de Skandia. Cet opposant aux idées de gauche d'Olof Palme était apparu régulièrement dans les médias, arrivé parmi les premiers sur le lieu du crime depuis la compagnie d'assurance Skandia où il était employé. Les autorités l'ont interrogé en tant que témoin, mais l'ont jugé peu fiable car changeant régulièrement de version. Mais Stig Engström s'étant suicidé en 2000 à l'âge de 66 ans, il est impossible de l'inculper. Le procureur Christer Petersson a donc annoncé que l'enquête était désormais close. Stig Engström est décédé. Je ne peux donc pas engager de poursuites ni même l'interroger. C'est pourquoi j'ai décidé de clore cette enquête, a déclaré Christer Petersson lors d'une conférence de presse en visioconférence. L'enquête pourrait toutefois être ouverte si de nouveaux éléments apparaissent à l'avenir. Une brève sans cette édition d'Écho du Monde, le mouvement de protestation mondiale contre la mort de George Floyd aux États-Unis continue de faire des remous dans plusieurs pays. Des manifestants antiracistes contestent la présence dans l'espace public de statues de personnalités ayant joué un rôle de premier plan durant l'époque coloniale et les prennent d'ailleurs pour cible. L'heure du dernier adieu est venue. La ville de Houston, au Texas, enterre mardi George Floyd après une pluie d'hommages pour celui qui incarne aujourd'hui dans le monde entier les victimes du racisme et des violences policières aux États-Unis. Aux États-Unis, justement, les poursuites ont été abandonnées contre plusieurs policiers blancs responsables de la mort de Noirs. Michael Brown à Ferguson et Eric Garner à New York, entraînant indignation et manifestation. D'autres cas récents ont choqué, comme la mort de Kate Lamont Scott à Charlotte. Ces décès, accusés d'être des bavures des forces de l'ordre, interviennent dans un contexte de relation raciale tendue dans le pays, alors que plusieurs Afro-Américains, souvent non armés, ont été tués par la police ces derniers jours. Un tireur issu de cette communauté a assassiné 8 policiers à Dallas et Baton Rouge par esprit de vengeance, compliquant d'ailleurs ces tensions. Une étude publiée en 2019 se base sur les chiffres compilés par Fatal Encounters, un consortium de journalistes, et ceux du National Vital Statistics System, qui collecte annuellement toutes les données sur la mortalité aux États-Unis. Les Afro-Américains constitueraient la population la plus à risque, les chercheurs estimant que 1 sur 1000 d'entre eux mourront à cause de violences policières. La plus grande ville du Brésil, pays où près de 40 000 personnes sont mortes du coronavirus, a rouvert partiellement ses commerces mercredi. La règle de distanciation sociale a rarement été respectée. Plus de 70 000 morts en Amérique latine et aux Caraïbes, dont près de 40 000 au Brésil. Le troisième pays le plus endeuillé au monde. La pandémie de coronavirus a franchi de nouveau seuil sur le continent américain dans la nuit du mercredi à ce jeudi 11 juin. Mais la vie économique brésilienne se déconfine. Les boutiques, en effet, ont rouvert mercredi à Sao Paulo, la plus grande ville du Brésil. De nombreuses files d'attente se sont formées avant l'ouverture des magasins et la rue 25 de Marceau, qui regorge de petits commerces populaires, était très fréquentée. La plupart des passants portaient des masques de protection, mais les règles de distanciation sociale étaient rarement respectées, avec des boutiques pleines et des trottoirs densément fréquentés. Les boutiques sont autorisées à ouvrir seulement 4 heures par jour, de 11 heures à 15 heures, en respectant des règles d'hygiène strictes, comme la distribution de gel hydroalcoolique aux clients. Les centres commerciaux devraient rouvrir dans ce jeudi, veille du Dia dos Namorados, équivalent de la Saint-Valentin au Brésil, sous réserve de la signature d'un accord entre la mairie et les représentants du secteur. Parlons également de football. Ce jour, la Liga reprend à son tour. 3e grand championnat européen a redémarré après l'Allemagne et le Portugal. L'Espagne et ses stars relancent leur saison de football ce jeudi avec un derby de Séville à huis clos dans un contexte de haute vigilance sanitaire. Jeudi soir donc, la Liga est de retour avec une belle affiche. Le derby sévillan entre le Séville FC et le Betis. Un enthousiasme teinté d'appréhension. En Espagne, l'un des pays les plus touchés au monde par la pandémie du coronavirus. Le ballon rond fait son grand retour dans un consensus général et sous les yeux des supporters
supporters du monde entier désireux de revoir l'ouverture et surtout les grands joueurs comme Lionel Messi, Karim Benzema et consorts à Séville où le derby est l'un des plus bouillants d'Espagne, comme à Bilbao, Madrid ou encore Barcelone. Des guirlandes de maillots des clubs espagnols ont été accrochés dans les rues passantes pour relancer l'engouement. Mais après 3 mois de léthargie, la flamme a du mal à prendre. Les fans sévillans de chaque camp ont dû garder leur raillerie usuelle pour les réseaux sociaux, refroidis par les strictes mesures post-pandémie adoptées par les autorités sanitaires espagnoles et la Liga, gestionnaire du football professionnel en Espagne. Bien que ce match de reprise bénéficie d'une vitrine mondiale, il est très important que nous tenions compte de ce que l'on nous demande, que les fans respectent les distances de sécurité, que ce soit chez eux, dans les bars. C'est la seule fois dans notre vie que ça va arriver. Il faut le vivre à 100%, mais en respectant les mesures. Nous allons le faire ainsi, alors que les supporters aussi doivent faire le nécessaire, a déclaré d'ailleurs l'entraîneur du Betis, Rubi, mercredi en conférence de presse d'avant-match. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris pour demain. Restez sur DBS. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée à toutes et à tous.